Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 7 novembre 2022. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté ce week-end avec la vidéo sur Crunchyroll, la vidéo sur SmackDown, même sur les réseaux sociaux. Bref, vous avez été très nombreux, très présents, donc je vous remercie. Ça fait plaisir, c'est dans ces moments-là où je suis vraiment le plus heureux de tenir cette page, de tenir ce compte parce que ouais, quand tu as un soutien pareil, ça fait quand même énormément plaisir. Bref, ce show rouge qui commence avec les Usos qui sont toujours champions par équipe. Alors ils sont avec Solo Sikoa qui ne va absolument pas parler de cette promo. Les Usos bien évidemment nous rappellent que Roman Reigns est toujours champion, que eux aussi sont toujours champions après avoir battu les Brawling Brutes. Mais que à SmackDown, ce vendredi, ils affronteront le New Day pour conserver leur titre, pour continuer leur règne. Et s'ils gagnent face au New Day, ils dépasseront le plus long règne du New Day. Donc c'est vraiment un match très très important. Justement, le New Day va arriver et j'aime beaucoup la promo qu'ils vont nous faire. Alors le public n'est pas énormément investi et c'est dommage, mais j'aime beaucoup la promo de Xavier Woods qui va dire c'est juste un règne parmi tant d'autres. Certes, vous allez battre possiblement un record, mais c'est pas grand chose pour vous. Pour nous, c'est immense. Pour des gars comme nous qui sont partis de zéro, qui ne font pas partie d'une famille de superstars, qui ne font pas partie d'une famille de superstars WWE comme vous. Nous, voilà, on est des superstars de la première génération. On n'a pas de père, on n'a pas de mère qui était dans le business. Donc la pression, elle n'est pas la même pour nous, elle n'est pas la même pour vous. C'est totalement différent. Et justement, les Usos vont dire, vous connaissez rien de la pression. Nous, justement, on fait partie d'une famille de catcheurs et la pression, elle est immense parce qu'il n'y a que des gros noms, il n'y a que des gens qui ont fait vraiment une carrière immense dans ce business. Justement, la pression, tu n'y connais rien. Finalement, Kofi Kingston va dire un peu la même chose que Xavier Woods, mais va dire ce règne, finalement, il représente une des dernières fois où on était tous ensemble avec le New Day. Bien évidemment, il parle de Biggie, qui, à mon avis, on n'est pas près de le revoir, peut-être même jamais, Biggie avec sa blessure, et voilà, c'est tellement triste. Et finalement, c'est Matt Riddle qui va les interrompre avec son fameux instrument de musique. Alors, c'est spécial, c'est-à-dire qu'il va dire à chaque fois, est-ce que vous voulez taper dans mes bongs, donc dans son instrument de musique, et il va demander à chaque personnage, à chaque personne qui est sur le ring de taper dans ses bongs. Bien évidemment, tu as des allusions avec ses parties génitales qui sont très particulières. Finalement, Matt Riddle va proposer un match à 3 contre 3. Bon, c'était une belle promo. La promo de Riddle derrière, elle est insensée, mais c'est du Riddle tout craché et c'était plutôt marrant. On enchaîne donc avec ce match New Day et Riddle face à Uso et Solo Sikoa. Un match qui va durer très 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 longtemps, plus d'une quinzaine de minutes. Donc vraiment, ça rigole pas. Et ce match qui va recevoir un This is Awesome du public et c'est totalement mérité, c'est un super combat. Je vais faire les grilles pendant quelques secondes. C'est vrai que, sachant que les Usos et le New Day vont s'affronter déjà ce vendredi, en plus pour les titres en 2 contre 2, j'avais pas forcément envie de les voir dans un match contre aujourd'hui en fait. Alors certes, on rajoute une superstar dans chaque camp, mais j'ai pas forcément envie déjà de les voir sur le ring, sachant que les Usos contre les New Day, on a eu des dizaines et des dizaines de matchs entre les deux. J'ai pas forcément envie de les revoir sur le ring 4 jours avant un match très très important. Voilà, ça c'est le côté aigri ou pas, mais voilà, en tout cas c'est ce que je pense. Mais bref, le match est vraiment excellent, il y a du vrai suspense, surtout la fin ça s'emballe vraiment et c'est là qu'on a le This is Awesome du public parce que ça va à 2000 à l'heure, on a un super hot tag de Matt Riddle, voilà, ça va partir dans tous les sens et surtout, encore une fois, on a un Solo Sikoa qui est surpuissant, c'est lui qui est vraiment mis en avant, lui qui ne parle pas depuis le début, lui qui n'a quasiment pas été en danger dans ce match. C'est quasiment lui à chaque fois qui a ramené, on va dire, le New Day dans son coin. C'est lui à chaque fois qui a repris le dessus dans ce combat. Il a été impressionnant. C'est lui qui est le mieux booké. En tout cas, c'est lui qui est booké le plus fort. Et encore une fois, dans ce match, c'est lui qui est booké le plus fort parce que c'est lui qui va donner la victoire aux Usos avec son finish. Pas de fin... Enfin, c'est une fin clean, c'est-à-dire que c'est un finish sur Matt Riddle. Bien évidemment, on s'en doutait, les Usos et New Day n'allaient pas prendre un tombé à 4 jours d'un gros match important, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était un vrai bon match et Solo Sikoa, encore une fois, en sort très 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 puissant. JBL est sur le ring et il nous dit tout simplement qu'il a fait toutes les plus grandes arènes du monde des États-Unis.
et que celle-ci, bah, elle en fait pas du tout partie, bien évidemment, comme d'habitude, un JBL qui se fait huer. Il nous présente, bien évidemment, Baron Corbin qui va faire face à Cedric Alexander. Ça va durer 3 minutes, mais c'était bien. C'est-à-dire qu'on a un Cedric Alexander combatif qui va faire ses prises, qui va voltiger dans tous les sens, et un Corbin qui va le contrer et qui va gagner. J'en demandais pas plus. Voilà, si on veut mettre en avant Baron Corbin, bah pourquoi pas faire des matchs de 4-5 minutes comme ça face à des voltigeurs, face à des gens qui vont le mettre en valeur. Face à Cedric Alexander, c'était plutôt malin de faire ça. Donc on continue la construction tranquillement de ce nouveau Baron Corbin. Seth Rollins, le champion des États-Unis, est sur le ring et justement il est là pour défendre son titre de champion. C'est un Open Challenge, hein, c'est lui qui a décidé d'en faire, hein, il nous le dit, hein. C'est moi qui ai demandé à la direction de faire des Open Challenge. C'est une très bonne idée et finalement c'est le Judgment Day qui va répondre à cet Open Challenge. Bien évidemment, le Judgment Day, il y a 3 hommes, donc on se demande qui va le challenger. Finn Balor va se mettre face à face sur le ring et va lui dire: il y a quelques années, tu m'as coûté de l'or. Et oui, parce que finalement, on a eu un Seth Rollins Finn Balor et pendant ce match, c'était un match pour le titre Universal, et bah Finn Balor va être blessé. Il va certes remporter ce match et remporter le titre Universal, mais il va être blessé suite à une mauvaise projection ou une mauvais atterrissage de la part de Balor. Ça, vous ferez votre propre avis. En tout cas, il a été blessé, il a dû relâcher son titre derrière. Et donc, il lui dit: ce soir, je vais te coûter de l'or. Finalement, The aussi vont arriver face à face avec le Judgment Day. Rollins va lui totalement s'en aller. Il va dire d'ailleurs un tout petit peu plus tard en interview que si, vous inquiétez pas, il y aura bien un Open Challenge pour le titre US. Donc ça, c'est cool. Et The aussi nous dit: non, ça peut pas être fini. En fait, ça peut pas être fini parce que depuis le début, c'est pas un 3 contre 3, c'est un 3 contre 4. Et aussi, bah, on a fait des recherches et on a trouvé quelqu'un pour s'occuper de Rhea Ripley. Et ce quelqu'un, eh bien, elle va s'en prendre directement à Rhea Ripley. Et c'est Mia Yim. Mia Yim, pour ceux qui ne connaissent pas, elle était du côté de NXT il y a 1 an, quelque chose comme ça. Elle était très bien. Moi, j'aime bien Mia Yim. Je pense que c'est vraiment un bon ajout pour cette division féminine. Pour l'instant, pour The aussi, c'est un bon ajout aussi. Mais il fallait pas un nom trop fort aussi pour être ajouté à The aussi. Certains parlaient de Charlotte Flair. Non, ça collait pas. Elle a un style qui colle plus à The aussi, Mia Yim, et je pense que ça peut matcher, ça peut fonctionner Mia Yim dans le roster principal parce qu'elle a un vrai style. Elle est très sur le ring aussi, elle a un vrai style, elle a une vraie personnalité, donc je pense que ça peut vraiment matcher à Raw. En tout cas, voilà, le Judgment Day va se faire tabasser par donc The aussi, à tel point que Dominic Mysterio va prendre un Styles Clash. Bref, cette histoire n'est pas finie, bien évidemment, avec Mia Yim qui est rajoutée à l'équation. Ça peut être pas mal, ça peut donner des choses très intéressantes. Je suis content de l'avoir de retour. Otis fait face à Elias. Pas grand chose à dire sur ce match. C'est un match qui va durer 3-4 minutes. Moi, je retiens un double coup de genou de la part d'Elias sur le visage de Otis qui était assez impressionnant. Voilà, c'était un move plutôt cool dans ce match. Finalement, on va avoir une intervention de Gable qui va donner la victoire à Otis. Otis donc qui bat Elias. On peut imaginer bien évidemment que Riddle va se rajouter là-dedans. Et je pense que Riddle et Elias vont vraiment former une équipe. Alors je pense que on va un peu passer le temps pour Riddle. Il n'y a pas Orton, il n'y a pas grand chose à faire pour Riddle. Elias, on l'a ramené, mais est-ce qu'il y a vraiment des projets pour lui? Pas sûr. Donc les mettre en équipe, ce serait pas une mauvaise idée. Ça peut être très divertissant. Là déjà, Riddle avec ses bongs, c'est plutôt pas mal. Donc là, avec Elias et tout, on a vu déjà des segments entre les deux. Ça peut être pas mal et voilà, ça peut faire passer le temps aux deux et ça peut donner des segments très intéressants et très marrants. Bianca Belair, la toujours championne d'Euro, est sur le ring accompagnée de Asuka et de Alexa Bliss qui ne sont plus championnes par équipe. Elles sont pas très contentes et du coup, elles demandent à Damage Control d'arriver. Et bon, ça fait déjà des semaines que je le dis, voire des mois, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus de Damage Control contre Belair, Asuka, Alexa Bliss, Candice LeRae, bref. Je n'en peux plus, mais malheureusement, il y a un match qui arrive, surtout il y a un PLE qui arrive, c'est Survivor Series War Games. Donc on sait qu'on aura un match féminin 5 contre 5 et un match masculin 5 contre 5. Donc bien évidemment, Bianca Belair va proposer un match War Games à Damage Control. Donc pour l'instant, c'est du 3 contre 3, enfin du 3 contre 4 parce que Nikki Cross va une nouvelle fois arriver, va s'en prendre à Alexa Bliss, va s'en prendre à Belair. Et donc on peut dire pour l'instant qu'on a du 3 contre 4. Donc il y aurait 2 noms à choisir du côté de Belair et un nom à choisir du côté de Bayley. On peut imaginer une Candice LeRae pour Belair, déjà assurément. Et ensuite, je ne sais pas. Ça va être dur parce que un match 55 en Wargames, c'est un match que j'attends beaucoup vraiment. C'est des super matchs à chaque fois, il se passe énormément de choses.
Mais j'avoue que là, je sature. Je sature, je suis désolé d'avance, hein, voilà, je suis négatif, mais vous le savez, ça fait des semaines que je vous le dis, que je n'en peux plus de cette histoire entre Damage Control et Bel Air. La division finie ne tourne que autour de ça, et je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus, Et on va s'arrêter là, parce que sinon je vais être plus vulgaire, mais non, non, mais... voilà, je vais attendre le match, comme pour Bel Air Bailey, où finalement toute l'histoire ne m'a pas intéressé, mais le match a été encore une fois excellent lors de Crown Jewel. Bah là, on va espérer que voilà, l'histoire ne m'intéresse pas et bien que finalement le match à Wargame soit fantastique. Voilà, c'est tout ce que je leur souhaite et c'est tout ce que je me souhaite parce que sinon ça va être très très dur à encaisser. Austin Theory fait face à Shelton Benjamin. On est un peu comme sur le même type de match que Corbin et donc Cedric Alexander. Ça va durer 3-4 minutes, même peut-être un peu moins. On a de belles choses de la part de Shelton. Moi, j'ai un tombé avec une transition en Uncle Luck qui était vraiment cool. Suivi d'une German Suplex, vraiment sympa. Par contre, j'aime pas la fin de match. C'est-à-dire que c'est un match de 3 minutes. Et vraiment, Austin Theory qui ne gagne pas un match, et bah là, pour gagner face à Shelton Benjamin, bah, il est obligé de mettre les doigts dans l'œil. Donc de tricher pour gagner ce match. Vraiment, non, franchement, on parle de Shelton Benjamin. Tout le respect qu'on a pour lui. Bon, Shelton Benjamin, il n'a pas gagné un match depuis 2012. À un moment donné, bon, Austin Theory aurait pu gagner clean ce match. Franchement, je trouve que c'est un poil abusé. Certes, c'est une victoire, mais franchement, il aurait pu gagner clean. The Miz est sur le ring. Il nous dit, bah avant mon match face à Johnny Gargano, et bah je dois parler justement des révélations qui ont été faites par Gargano la semaine dernière. Et je dois dire que tout est faux. Gargano qui avait fait plutôt une interview pour dénoncer le fait que eh bien, The Miz avait orchestré tout ça depuis le début, qu'il payait Dexter Lumis pour faire cela, pour justement l'attaquer, etc., pour faire du buzz. Et justement, The Miz va nous dire, bon, j'ai des avocats dessus et j'ai surtout quelqu'un d'Hollywood, hein, une grande productrice d'Hollywood qui est derrière moi et on est en train de produire quelque chose autour de ça. Finalement, Johnny Gargano va arriver, il va dire... ouais, bon, on ne le croit pas trop. D'ailleurs, il y a des chants de Johnny Gargano, Johnny Wrestling, etc. Comme quoi, ça fonctionne, Johnny Gargano, et ça me fait extrêmement plaisir. Et Johnny Gargano va dire, bah j'ai fait quelque chose, j'ai fait quelque chose. Tu sais, la productrice donc que tu connais, avec qui tu as parlé, eh bien, c'est moi qui l'ai payé en fait. C'est une détective en gros, et donc, j'ai une vidéo finalement d'une caméra cachée, d'une discussion finalement que tu as eu avec elle. Et il nous montre finalement cette vidéo, cette discussion. Et The Miz avoue totalement que tout ce qu'a dit Gargano, l'enquête qu'a fait Gargano, tout est vrai. Il a bien payé Dexter Lumis pour faire du buzz, pour être à nouveau à l'affiche, au devant de la scène. Et donc, The Miz est pas très content et surtout la réaction du public qui est très 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 choqué. Bref, cette histoire, ça fonctionne. Et voilà, rien que la tête de The Miz, on dirait un enfant qui vient de se faire avoir par ses parents parce que voilà, il a fait un gros mensonge et voilà, il s'est fait avoir. Ses parents ont vu comme quoi c'était un mensonge et il va se faire punir. Et c'est un peu cette tête-là, une petite tête de chien battu de la part de The Miz. Bref, c'était vraiment très très marrant. On enchaîne finalement avec The Miz face à Johnny Gargano, un match là aussi qui va durer presque une quinzaine de minutes. Et quel combat, quel match, c'était super, c'est exactement ce qu'on veut. Et je suis vraiment content parce que beaucoup avaient des craintes sur le fait que Johnny Gargano dans le roster principal, blablabla, ça va pas marcher, blablabla, c'est juste un catcheur technique, blablabla, il va pas se connecter avec le public. Eh bien, c'est tout l'inverse. Cette histoire lui permet de montrer une partie de son personnage. Voilà, on sait qu'il aime bien faire des blagues, il est comme ça, il est très dans la culture pop, entre guillemets, Johnny Gargano. Et c'est important d'avoir ce type de personnage-là pour Gargano. Parce que si c'était simplement un catcheur qui fait juste des bons matchs et des bonnes prises, ça fonctionnerait pas. Et là, il a un tout. C'est un vrai tout et ça fonctionne avec le public. Le public est investi. Alors, le public de ce soir est pas extraordinaire, donc t'auras pas une ambiance de dingue, mais il est quand même investi derrière Johnny Gargano. The Miz, vraiment parfait, il n'y a rien à dire. Quand il faut mettre en valeur ses adversaires, il est présent et j'adore ce que fait The Miz dans ce type de match-là. Il le fait chaque année avec de plus jeunes superstars qui doivent monter, qui doivent montrer des choses. Voilà, il est là pour leur montrer. C'est lui le vétéran maintenant qui montre les choses et qui met en avant ces superstars-là. Donc c'est super plaisant. Finalement, pendant le match, on va avoir une intervention en dessous du ring de quelqu'un qui va ramener The Miz, qui va justement le repousser à l'extérieur. Et The Miz va se retrouver avec un objet, il va frapper donc Gargano avec cet objet, l'arbitre ne l'a pas vu. 1, 2, 3, victoire de The Miz. Bon, c'est avec une triche donc c'est pas très grave.
surtout cette histoire va continuer parce que Dexter Lumis va s'en prendre ensuite à The Miz avec une chaise. Mais Dexter Lumis ne sort pas du dessous du ring, donc clairement, bien, si j'ai bien compris, ce n'était pas Dexter Lumis qui était en dessous du ring qui a donné cet objet à The Miz. Donc qui était-ce? Est-ce que c'était Maryse? Est-ce que c'était un autre complice? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette histoire va continuer et je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose. Dana Brooke défend son titre de championne 24/7 contre Nikki Cross. Bah, pas grand chose à dire sur ce match, hein, ça va durer 2 minutes et Nikki Cross va devenir la nouvelle championne 24/7. J'avais préparé tout un discours pour vous expliquer comme quoi Dana Brooke voulait faire de ce titre 24/7 eh bien, un deuxième titre féminin, etc. etc. Sauf qu'on a eu un segment backstage où finalement Nikki Cross eh ben, elle a jeté ce titre à la poubelle et ça n'a dérangé personne. Donc est-ce que ça veut dire que c'est la fin du titre 24/7? Peut-être. Est-ce qu'on va justement créer un nouveau titre féminin par rapport à ça? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sent pas bon pour le titre 24/7. Pour le titre lui-même, pour ce nom lui-même, c'est une bonne chose. Voilà, ça ne servait plus à rien. Maintenant, si on peut faire un autre titre féminin, si c'est ça l'idée, va falloir construire la division, mais pas seulement en termes de talent, mais c'est-à-dire la mettre à l'antenne, cette division. Pas seulement faire un match pour le Damage Control et Bianca Belair. Non, non, il va falloir construire toute une division. Donc si tu veux vraiment faire un titre secondaire féminin, il y a du boulot. Mais en tout cas, je ne sais pas où ça va aller, mais le titre 24/7, ça semble fini. Et le main event, l'Open Challenge de Seth Rollins. Donc pour le titre de champion des États-Unis, hein, lui qui avait fait un Open Challenge en début de soirée, bref, il n'avait pas pu le faire, donc il le fait maintenant. Et finalement, qui va répondre à cet Open Challenge? C'est Mustafa Ali qui est sur l'écran qui dit hey Seth, j'accepte, mais finalement, il va se faire attaquer par quelqu'un. Il va se faire attaquer par un certain Bobby Lashley. Bobby Lashley qui est énervé ces dernières semaines et qui est encore plus énervé après sa défaite face à Brock Lesnar. Une défaite pas réellement méritée, tel point pas mérité qu'il s'est énervé contre Lesnar, qu'il a détruit derrière le match. Et Bobby Lashley donc s'en prend à Ali. Et Bobby Lashley, c'est lui qui va challenger Seth Rollins. Et va s'en suivre beaucoup de choses. Et je préfère le dire tout de suite. C'est l'un des segments que j'ai le moins aimé de l'ère Triple H. C'est vraiment un des segments que j'ai détesté. Je peux même pas dire que j'ai le moins aimé, mais que j'ai détesté. Tout d'abord, donc, Bobby Lashley qui va s'en prendre à Seth Rollins avant le match. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de match entre les deux. Bobby Lashley fait passer Rollins à travers la table. C'est un passage à tabac. Ok, pourquoi pas. Ça me gêne pas. On a un Lashley qui est énervé ces dernières semaines. On comprend pas trop s'il est face, heel, mais en tout cas, il est énervé, d'accord. Bon, la sécurité les cartes, donc pas de Bobby Lashley, Seth Rollins. Finalement, Austin Theory, le détenant, ça se dit pas trop, je pense. Mais en tout cas, celui qui a la manette, qui arrive donc avec sa mallette Money in the Bank, qui décide de cash in sa mallette sur le titre des États-Unis. Et je suis désolé, mais ça ne fait aucun sens. Alors certains vont me dire, oui, mais il sait qu'il a aucune chance face à Roman Reigns, donc autant faire son cash-in sur le titre des États-Unis. Moi, je suis désolé. Même si je sais que j'ai aucune chance, je ferai tout mon possible pour cash-in sur Roman Reigns, quitte à perdre ma mallette. Mais au moins, j'aurais perdu ma mallette face à Roman Reigns. Je parle juste pour moi, mais j'essaie de rajouter un peu de réel. Si vraiment c'était possible, j'essaierais de cash-in sur Roman Reigns, peu importe l'issue. Et là, non, il cash-in sur un Seth Rollins, champion des États-Unis. Ok, d'accord. Finalement, donc on va avoir un match entre les deux qui est cool en plus, hein, ça va durer 5-6 minutes, mais c'est super, vraiment, c'est trop bien ce qui se passe. Il y a de bonnes choses, etc. Finalement, alors que Austin Theory pense avoir gagné ce match, eh bien, Bobby Lashley, qui fait son retour, hein, qui fait une apparition une nouvelle fois, s'en prend à l'arbitre. Et donc, Bobby Lashley va détruire vraiment Austin Theory. Austin Theory qui va quand même réussir à rentrer sur le ring à 9. Donc pas de décompte à l'extérieur, mais quand il rentre sur le ring, il se prend un curse stomp, 1, 2, 3, victoire de Seth Rollins qui reste le champion des États-Unis. Et Austin Theory a donc perdu sa mallette. J'ai détesté de A à Z, que ce soit Lashley qui revient alors que la sécurité l'avait enlevé. Ok, pourquoi? L'arbitre qui finalement s'est fait attaquer, mais c'est pas grave, il n'y a pas de disqualification, il n'y a rien, elle se relève. Et non, 1, 2, 3, je fais le tomber pour Rollins. Ok, d'accord. Et donc Austin Theory qui perd sa mallette comme ça. Je sais pas si Triple H a vraiment un problème avec Austin Theory, mais c'est quand même bizarre. Autant qu'il y ait des défaites, etc., ça me gêne pas parce qu'il a du temps d'antenne. Mais là, lui faire perdre cette mallette de cette façon-là, je trouve ça très bizarre. Bref, c'est vraiment un segment que j'ai pas aimé.
je pense que c'est le segment qui va le faire le plus parler du show. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire, ça m'intéresse votre avis. Essayez d'argumenter, hein, ne me dites pas s'il vous plaît, j'ai pas aimé, j'ai aimé ou je suis pas d'accord, etc. Essayez vraiment d'argumenter, vraiment vos avis m'intéressent énormément. Bilan de ce Raw. C'est la première fois, je crois, que je termine un Raw de l'ère Triple H sur un truc où vraiment je suis un peu dégoûté. Voilà, ça me rappelle un peu des Raw de l'ère Vince McMahon ou des PLE de l'ère Vince McMahon où je termine le show et je suis un peu dégoûté. Et là, c'est un peu le cas. Je suis même pas en plus le plus grand fan de Austin Theory, hein, pour prolonger le débat. Je suis même pas forcément son plus grand fan. J'aime bien ce qu'il fait, mais c'est la manière dont ça a été présenté, la manière dont ça a été fait. J'aime pas. Vraiment, j'aime vraiment pas et j'ai vraiment détesté ce segment. Donc ça va vraiment baisser la note de ce show qui était vraiment pas mauvais. Il y a de bons segments, il y a de bons matchs. J'aime bien les segments avec Gargano. J'aime bien la promo du New Day au tout début et leur match juste après. Voilà, il y a des bons matchs, il y a des bonnes choses. Mais ouais, ce main event fait vraiment baisser la note pour moi. Donc on va être sur un 5,5 sur 10. C'est peut-être violent. Mais ouais, c'est mon sentiment à l'instant T. Et ouais, je suis un peu dégoûté. Bref, comme d'habitude, hein, j'attends votre avis en commentaire. Ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Salut, salut.